Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin d'après-midi, nous faisons le point sur les marchés financiers, leur évolution cette semaine, on la met aussi en perspective. Beaucoup d'actualités cette semaine. Et à mes côtés, Christian Ginolac de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, semaine difficile quand même, ou semaine facile? Semaine intéressante. Semaine intéressante. Alors juste rapidement sur cette semaine, les marchés relativement synchrones. Les Européennes qui perdent 0,5, 0,6, les Américaines qui perdent 0,5, 0,6. Donc on a des marchés synchrones, pas grand-chose sur les marchés émergents, pas grand-chose sur les matières premières, pas grand-chose sur les taux, ce qui veut dire qu'on regarde les valeurs, ce qui va nous... C'est Pâques. C'est Pâques aussi. C'est Pâques aussi. Juste un petit mot sur le CAC 40 qui a buté sur les 4005 hier jeudi. Donc évidemment, on peut aussi dire qu'il reprend son souffle. Et si on regarde les secteurs, très bonne performance cette semaine de la santé d'une part, et puis de ce qui est le plus lié au cycle, les chimiques, des industriels. Alors tout de suite, vous en avez l'habitude maintenant, premier volet de cette émission, impression macro. Impression macro, on va commencer quand même avec le sujet du moment, le plan de Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Christian, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais vous décevoir, mais je ne suis pas très impressionné. En trois chiffres, les dépenses publiques sont d'un petit peu plus de 1 000 milliards d'euros. Les recettes, les dépenses sont de l'ordre d'1 milliard 180 et les recettes de l'ordre d'1 milliard 100. On a un déficit d'un peu plus de 80 milliards. On me dit qu'on va trouver 50 milliards d'économies sur 3 ans. Alors comment je le fais? Si je fais un petit calcul très très rapide, je décrète que la croissance sera de 1,7% par an. 1,7% par an, ça me crée 17 milliards par an de recettes supplémentaires. Je gèle les dépenses et j'ai mes 50 milliards. Ce qui veut dire que, à mon avis, deux conséquences. D'abord, il faut que le 1,7% de croissance soit là. Donc il faut que tout autour de moi aille bien, que l'Europe, la croissance en Europe se confirme, etc. Que l'inflation ne reparte pas, que les taux ne remontent pas, qu'il n'y ait pas de soucis majeur. La deuxième chose qu'il faut, c'est que que ce 1,7 puisse être maintenu. Oui, Monsieur Valls nous a annoncé 1,7, 1,7, 2,5. Comme ça, ça fait un 7 de moyenne, comme vous avez dit. 17 milliards, etc. Deuxièmement, il faut maintenir les dépenses à ce niveau-là. Et là, j'avoue qu'on va voir tout l'art de négociation de M. Valls, parce qu'il semblerait qu'une partie du parti au pouvoir ait du mal à vivre avec des dépenses gelées, alors que je vous ferai remarquer que l'inflation n'a jamais été aussi basse. On a une inflation on a une concurrence de facteurs très favorable au niveau du maintien des dépenses. Alors si on regarde les indicateurs, par ailleurs, on voit bien les indices avancés, les indicateurs d'achat des industriels, très fortement à la hausse en Allemagne. Il y a 54, alors qu'à 50, on est positif, et très, très, très légèrement au-dessus de 50 en France. Donc ces fameux 1,7 de 5% de croissance, c'est dur à acheter quand même. Oui, et ce que ça traduit en fait, c'est le fait que la France sera sans doute le seul pays en Europe à ne pas entreprendre de réformes structurelles. Oui, il n'y a aucune, dans ce plan, pardon, il n'y a aucune réforme structurelle sur la fonction publique. Non, parce que quand vous nous parlez des 1,180 milliard en disant si on fait 80 de moins, on serait à l'équilibre en étant par ailleurs un des 10 pays du monde qui dépense le plus en budget public par rapport à son PIB. Exactement, et tout ce que je dépense en budget public, c'est ça de moins pour l'économie. Mme Thatcher disait un emploi public sauvé, c'est 2 emplois marchands perdus. C'est d'ailleurs pour cela que je regrette beaucoup qu'on ait supprimé la mesure
du temps du gouvernement Sarkozy, du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ça, c'est une vraie réforme. Le fait de geler les salaires des fonctionnaires pendant 2 ans, c'est pas une réforme. Bon, alors, on surfe néanmoins un peu sur la croissance du reste de la zone. Alors, deuxième point dans ces impressions macro, émeute au Brésil, grève de la chaussure en Inde. Est-ce que la productivité est redistribuée, finalement, entre les pays dits émergents et les pays riches, entre guillemets, les États-Unis, l'Europe, etc., le Japon? Alors, ce que je constate, c'est que il me semble que ce n'est pas un hasard si les problèmes sociaux dans les pays émergents se développent surtout dans les pays où la corruption est importante. Ce sont des pays qui souvent ont des gouvernements très forts. Le Brésil est un modèle de corruption. Si vous cherchez un pays corrompu, vous pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller en Russie, par exemple, et puis dans bien d'autres. L'Ukraine n'est pas forcément exempte de certains de ces reproches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, on va sans doute rentrer pour les pays émergents dans une période socialement plus instable où les classes laborieuses vont chercher à récupérer plus de la production de richesses qui aujourd'hui, comme vous le savez, dans ces pays-là, est très mal répartie. Entre ce que prennent les politiques et ce que prennent les chefs d'entreprise, il reste plus grand-chose pour les ouvriers. Une classe dite moyenne, mais qui est très supérieure aux autres, bon, avec des élections qui arrivent, en Inde en ce moment, en Indonésie, en Turquie, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud. Exactement. Donc ça va redistribuer tout ça. Ça va donner lieu à des manifestations. Ce qui va dans votre sens d'ailleurs, c'est quand on regarde les indices, de voir qu'il y en a un qui résiste, c'est l'Inde. Qui résiste même très bien, avec 19% de hausse sur un an du marché, 8% depuis le début de l'année, c'est peut-être le moins corrompu. C'est en tout cas le plus démocratique. Voilà. Finalement, ça peut être une manière d'investir. Bien, deuxième chapitre, réalité micro. Alors, réalité micro, Christian, les opérations financières, encore toujours, d'ailleurs assez concentrées, c'est peut-être un paradoxe sur la France, avec cette semaine la probable offre que General Electric fait sur Alstom ou sur une partie d'Alstom. Ça fait beaucoup, puisqu'on a à la fois Lafarge Holcim, on a eu Pfizer, AstraZeneca, on a eu le dossier de SFR. Il y a pas mal d'opérations, Publicis Omnicom, pas mal d'opérations quand même. Oui, alors moi je crois que ce n'est pas un hasard. Il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur de ces opérations. Un facteur au niveau des États-Unis qui est clairement le fait que les sociétés américaines ont beaucoup de trésorerie et que notamment une grosse partie de cette trésorerie est située en dehors des États-Unis. Puisque vous savez que si la trésorerie est rapatriée aux États-Unis, les sociétés doivent payer une charge fiscale qui est très importante. Et c'est comme ça que Microsoft a dû emprunter pour verser un dividende, ce qui exactement. Paraît extraordinaire, évidemment. Et donc, ils préfèrent laisser sa trésorerie en Irlande ou dans d'autres pays de ce type-là et emprunter. Donc, toute cette masse d'argent peut expliquer un certain nombre de transactions transfrontalières déjà de chaque côté de l'Atlantique. Deuxième facteur, la croissance intrinsèque étant faible, mais les sociétés dégageant des résultats grâce à des mesures qui sont à l'inverse de notre gouvernement, c'est-à-dire que beaucoup d'efforts ont été faits pour restaurer les marges, font que face à une croissance interne un peu molle, on va chercher la croissance externe. Et d'où les opérations entre pairs, style Holcim, Lafarge, pour aller chercher des parts de marché et des économies. C'est des grands géants qui... Ou Omnicom, Publicis, là on est dans un cadre transatlantique. GM Alstom, on est dans un cadre transatlantique également, face à une société Alstom qui est affaiblie, comme on le sait. Alors il y a deux choses, c'est que est-ce qu'on peut en profiter à la fois de celles qui ont lieu, parce qu'on voit que si on avait acheté du numéricable, on a gagné beaucoup d'argent, que Bouygues finalement en profite indirectement, puisque même s'il a échoué sur SFR, il peut gagner sur Alstom, et puis tous les secteurs jouent, c'est-à-dire que quand Novartis et AstraZeneca, ou Pfizer et AstraZeneca se parlent, Novartis fait des échanges avec Eli Lilly, etc., tous les secteurs peuvent en profiter, puisque ça donne des valorisations.
Oui, alors ce qu'il faut toujours regarder dans ces cas-là, c'est quelles sont les incidences sur les valorisations des sociétés qui sont dans le même secteur, en faisant attention que pour réussir une EPA, il faut offrir une prime, qui n'est pas le cas pour une participation minoritaire. Je prends un exemple très, très simple. Vous prenez Ciment Français. En Ciment Français, il y a une EPA d'Italcimenti pour essayer de récupérer le reste du capital qu'ils ne détiennent pas. Ils en ont besoin parce qu'ils sont très endettés, ils ont un cash flow négatif, alors que les Ciments Français ont un cash flow qui est positif. Bien, il est clair que le prix affiché pour Ciment Français est très éloigné du prix de l'OPA Lafarge contre Holcim. Holcim Lafarge. Pour vous donner des ordres de grandeur, je me suis amusé à faire un petit calcul. L'OPA Ciment Français est à 78. Si on reprenait pour Ciment Français les ratios de l'OPA Lafarge Holcim, et si on pensait que Ciment Français avait les mêmes qualités que ces deux sociétés-là, le prix serait de près du double. Oui, ce qui explique pourquoi, par exemple, Ciment Français cote légèrement au-dessus. Il y a des gens qui jouent un relèvement de l'OPA ou en fait un échec de l'OPA. Oui, d'ailleurs, on peut se dire que le cours proposé est sans doute inférieur à la valeur qui devrait être offerte. Le CIC a publié il y a un mois à peu près une étude où il chiffrait, donc c'était avant l'OPA Lafarge Holcim, il chiffrait la bonne valeur à 90 euros. Donc le prix est un peu serré. Alors c'est pas le seul exemple, puisque non. Boursorama, qui fait l'objet du même type d'opération de la part de la Société Générale, Groupe Bourbon et le Club Méditerranée sont légèrement au-dessus de leur cours d'OPA. Oui, mais très légèrement. Très légèrement. Et bon, il y a toujours des gens qui sont tentés d'essayer de pousser le prix de l'OPA au-dessus. Il y a... Sur Ciment Français, vous pensez que c'est possible de le faire? Sur Boursorama, par exemple, vous seriez plus réservé? Je serais plus réservé parce que Ricol Lasteri a fait l'étude de valorisation indépendante. Ils arrivent à peu près à 12 euros de valorisation. C'est le prix. Peut-être légèrement supérieur, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Et je ne suis pas sûr que la Générale rentre dans le jeu de courir après les... Alors, dernier point sur les opérations financières. On est un peu déçu par le parcours de Vivendi, qui a vendu SFR des fortunes, qui annonce un dividende exceptionnel. Et en bourse, on a l'impression que les gens disent « bon, ben voilà, c'est bien, sans plus ». Oui, mais c'est-à-dire que quand, si vous voulez, je crois qu'une grosse partie de ces opérations avait été jouée, que la valorisation obtenue pour SFR est celle que retenaient en général les analystes. Enfin, on ne connaît pas encore véritablement quelle sera la stratégie de Bolloré, qui sera le nouveau patron à l'issue de l'Assemblée générale qui va se tenir au mois de juin. Donc, on peut très bien entériner le désendettement de Vivendi, entériner le paiement d'un dividende plus confortable pour, en tout cas, cette année et l'année suivante. Mais je crois que les calculs récents que j'ai vus donnaient une décote de l'ordre de 15-20%, ce qui est raisonnable sur une société qui, de toute façon, n'est toujours pas un pure player, oui, puisque je vous rappelle que GVT au Brésil est une société dans le téléphone. La télévision, les jeux vidéo, c'est beaucoup. Donc on n'est pas tout à fait dans un pure player. Alors, actualité des valeurs maintenant. Auto et aéronautique, ça a été des grandes performances l'année dernière. Ça bute un petit peu. Là, retenons par exemple Michelin et Zodiac. Oui, alors Michelin... c'est clair, sur l'annonce des résultats, a baissé de 4%. Le chiffre d'affaires est en repli. Comme beaucoup de résultats de grands groupes multinationaux, on voit que l'impact négatif des changes est de l'ordre de 4-5%. Nous sommes la monnaie la plus forte du monde. Le Japon est la monnaie la plus faible du monde. Donc déjà, tous les intervenants sur le marché japonais, style Dassault Systèmes, style le luxe, etc., ont souffert de la baisse du yen, plus la baisse des monnaies d'Amérique latine, plus celle du rouble, plus... Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui avec les résultats les trimestriels de Renault et de Peugeot.
beaucoup d'immatriculations en hausse et chiffre d'affaires en baisse ou stagnant pour cette raison-là. Zodiac, lui, notamment, puisqu'on parle de Zodiac, dont le cours a aussi baissé d'un peu plus de 2% au moment de la publication, subit, il est clair, la baisse du dollar, puisque c'est une industrie qui est essentiellement de dollars. Même en Airbus, on commande en dollars les sièges d'avion, etc. Exactement. Et ils ont eu une légère baisse, contraction de leur marge. Cela dit, ça a beaucoup monté précédemment. Donc... Alors, ça a fait un très beau parcours. Voilà, donc c'est pas... sur ces deux titres, vous êtes comment sur ces deux stars, hein, Michelin et Zodiac, c'est deux stars. Je reste investi. Vous restez investi. Je reste investi. Alors, dans le cycle, on ne sait pas comment trier. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. Bon, on va en retenir trois, même si elles sont un peu différentes. Schneider, d'abord. Schneider, très belle publication, puisque un chiffre d'affaires en hausse de 7,7%, ce qui est remarquable. Donc, d'autant qu'ils sont quand même très internationaux aussi. Ils sont aussi internationaux. La croissance en organique est de 2,5% pour le trimestre. Donc une bonne croissance, une bonne hausse du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation qui est en hausse. Très beau résultat. Pour le développement du cycle, précisément. Pardon ? Vous jouez Schneider pour le développement du cycle industriel ? Oui, et puis Schneider est un fort instrument d'économie d'énergie où ils sont très présents. Il ne faut pas oublier que dans ces chiffres sont inclus l'achat d'Invensys, société anglaise qui est en cours d'intégration. Technip. Alors Technip, c'est l'inverse. Technip, très belle performance du cours de bourse, puisque Technip qui a été un peu presque 9%. On en avait parlé ensemble. Vous disiez il est un peu boudé, il se réveille. Donc exactement. Alors il a eu un résultat formidable en hausse au premier trimestre de 23%, ce qui est remarquable. Il y a un léger pincement des marges, notamment au Mexique et au Brésil, mais la société a confirmé ses objectifs pour 2014 et 2015. Ils ont en plus, il faut le dire, une très très bonne équipe de direction. Et donc, moi, restauration, en fait, du statut boursier qui avait été un peu bousculé Nous avions profité de la baisse pour nous renforcer et nous sommes très contents. Très bien. Eurotunnel que vous avez recommandé dans cette émission, c'est aussi un peu du cycle, puisque c'est du cycle européen. Eurotunnel, c'est simple. D'ailleurs, ça a monté de 2,5 à la sortie des chiffres. Alors là, il n'y a pas de risque de change, à part un petit peu... 5% sur la semaine, c'est bien pour une concession. Oui, mais aujourd'hui, c'est un tuyau dont l'endettement est calibré par rapport aux recettes. Les recettes sont tirées par la croissance en Angleterre, qui est bien plus forte que chez nous, pour les raisons que l'on connaît. Ils ont, eux, opéré des restructurations très importantes de leurs services publics. Et puis, il veut bien dire... ils ont bénéficié de la baisse du sterling. 25% depuis le début de l'année, c'est une belle performance. Très belle performance. Et on peut mentionner aussi dans les ferries, puisqu'ils sont actionnaires maintenant d'une société de ferries, dont le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10%. Alors, un mot rapidement, l'Air Liquide qui est une vedette et qui se réveille un peu. D'ailleurs, on a eu un peu un réveil des vedettes, réveil de L'Oréal, réveil de l'Air Liquide, depuis 15 jours, 3 semaines. L'Air Liquide a enfin réussi à refranchir la barre des 100 €. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 103 ou 104. Et je crois que le plus haut historique, ça va être 105. Donc on n'en est pas loin. Il est à l'assaut. Ce qui est formidable, parce que ça montre la force de ces valeurs qui ont traversé 2008, ont traversé aussi 2011. Je rappelle qu'en 2008, la bourse avait baissé de plus de 40%. Et ce sont des titres qui sont au plus haut de leur histoire. Oui. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a des sociétés dont la croissance... La puissance industrielle, la puissance industrielle et la puissance de la croissance. Oui. Et un très bon management. Et un management formidable. Alors, à l'inverse, on est un peu déçu par Dassault Systèmes ? Alors, Dassault Systèmes, on est un peu déçu. C'est clair qu'ils subissent aussi le problème des bonnets. Pour vous donner une idée... Charles était à la radio ce matin. Il a rappelé que la France, qui est le patron, il a rappelé que la France ne représente plus que 7% du chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte, c'est une société formidable, complètement mondiale.
Ils sont en train de subir un petit peu, ou de modifier un peu leur mode opératoire, un petit peu comme les autres fournisseurs de logiciels, en devenant, au lieu d'être des vendeurs de logiciels, d'être des fournisseurs de services à l'appui de leur logiciel. Ceci se traduit au début, ce mouvement, par une tension sur les marges, puisqu'au lieu d'encaisser 3 ou 4 ans de chiffre d'affaires en une année, vous l'encaissez sur le long, mais vous pouvez réviser vos prix et réviser vos offres. Surtout quand on a la puissance des tout barrières à l'entrée, etc. Voilà. Très rapidement, les immobilières, Jacina Clépierre ont publié cette semaine. C'est un secteur qui est un peu boudé, puisqu'on a le sentiment que tout est au plus haut. C'est-à-dire que les foncières, c'est le résultat de deux choses. C'est le résultat de taux d'intérêt qui sont très bas, ce qui est très favorable pour les foncières, puisque, en gros, la valeur d'une foncière, c'est une actualisation de loyer sur longue période. Plus les taux sont bas, plus le taux d'actualisation est bas. Par contre, ce qui pèse, c'est que les loyers n'augmentent pas. Ça pèse certainement sur Clépierre, dont la part dans les centres commerciaux est importante. En France notamment. Et là, le commerce, ça ne marche pas. Premier problème. Sur Gecina, les taux d'occupation sont très bons, mais alors il y a des variations de périmètre. Et ce qui est très intéressant dans ces sociétés, c'est plus que le chiffre d'affaires, c'est de regarder quelle est l'évolution de l'ANR, c'est-à-dire de la valeur de l'actif. Oui, bien sûr, Or, c'est de l'immobilier. ni l'une ni l'autre ne nous ont donné de chiffres. C'est pas très bon. Donc on est un peu dans le brouillard. Juste pour finir avec le tour des valeurs, la consommation, tendance diverse. L'Oréal, on vient de le dire, plutôt bien. Danone, plutôt décevant. Procter & Gamble, plutôt bien. Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence, comme conclusion ? C'est que la consommation, notamment en Europe, demeure faible. Dans certains pays émergents, elle a beaucoup ralenti. Donc ça pèse sur ces sociétés qui avaient eu de très bons résultats par la hausse du pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes. Les fameux nouveaux riches des pays émergents. Dans les pays émergents. L'aphorisme simple, c'est de dire, vous vous rendez compte, quand toutes les femmes chinoises se laveront les cheveux 3 fois par semaine, nous serons riches. Voilà. Non, mais cela dit, L'Oréal, ça se passe plutôt pas trop mal cette année. Ça se passe pas trop mal. Danone, il souffre notamment en Europe. Oui. Et il souffre également dans leur plus gros métier, qui est les produits laitiers, d'une hausse du prix du lait. Oui, donc leurs marges sont érodées. Par contre, et puis la nutrition infantile a subi en Chine des revers qui étaient importants. C'est très cher. Mais Danone a eu une performance très décevante depuis 6 mois. Oui. Donc je pense qu'une grosse partie de la maladie est faite. C'est bien. Dernier volet de cette émission, stratégie et gestion. Alors Christian, stratégie et gestion, on a l'impression quand même que ça tourne assez vite, les secteurs, les concepts, etc., depuis le début de l'année, et on se demande à qui le tour, un peu. Oui, alors... On a un marché qui monte, mais pas énormément, et puis des très belles performances titre par titre, en fait. Alors, l'un des jeux actuels, c'est d'essayer de prévoir quelle sera la prochaine OPA. Oui. Nous avons notamment chez nous un fonds qui est spécialisé dans ce domaine, qui avait du Steria, qui avait du Lafarge, qui a de l'Alstom. C'est bien. Donc on fait ces pipes. L'année dernière, on a participé à 6 OPA. Bon, ce sont des opérations qui se portent sur des titres que l'on détient pour la plupart depuis un certain temps. Oui, on jette rarement la veille de l'OPA. C'est pas la veille de l'OPA que vous allez vous réveiller le matin et vous dire « Ah, mais bien sûr, il va y avoir une OPA sur, je sais pas, sur le Club Med ou sur Steria ou autre. » C'est une analyse plus fine et plus longue et il faut se méfier des annonces. Il faut regarder le dossier en profondeur. Et je dirais presque que c'est un métier, mais ce n'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire. Maintenant, je vous donne un moyen de le jouer à coup sûr. C'est votre fonds, sans doute. Non, j'oserais pas. Non. Mais simplement, je vous signale
D'ailleurs, un quotidien économique de ce week-end le citait. Qui profitent des OPA sont notamment les banques d'affaires. Quelle est la banque d'affaires qui est importante en France et qui est cotée? C'est la banque Rothschild. Et alors, sous le nom un peu rébarbatif de PO Bank. Oui, c'était Paris-Orléans, les Paris-Orléans, chemins de fer des Rothschild. Et donc, alors, ne vous précipitez pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché, mais c'est certain que c'est un moyen à coup sûr de jouer les OPA. Et ils ont une taille qui fait qu'ils sont dans les grandes opérations transatlantiques. Voilà, c'est amusant. Notamment. Le pétrole, toujours en retard sur la tendance, on vient de parler de Technip. Est-ce qu'on peut jouer un retour de cette industrie? Alors, ce qu'on voit, c'est que les grands pétroliers comme les Total, Royal Dutch se portent mieux. Ils souffrent encore beaucoup du raffinage, dont les marges sont très faibles. Mais c'est des titres qui étaient très en retard depuis quelques années, qui continuent à offrir d'ailleurs un très beau dividende. Le prix du pétrole est dans des points hauts, puisqu'on est à $110 à peu près sur le WTI. En partie, je pense, à cause de la crise en Ukraine, qui fait qu'il y a quelques risques d'approvisionnement en énergie. Il faut avoir des pétrolières, des sociétés de services pétroliers? Je pense que les sociétés de services pétroliers subissent le fait que les majors ont baissé leur budget d'investissement. Donc aujourd'hui, les majors, cette baisse d'investissement bénéficie aux actionnaires des majors qui récupèrent la rente. Par contre, les sociétés qui travaillent pour les majors, elles subissent une pression, clairement. Oui, mais avec quand même, on a l'impression que les européennes sont moins bien vues que les américaines. Schlumberger est presque au plus haut, alors que c'est pas le cas de Technip, par exemple. Oui. Mais peut-être qu'ils ont mieux joué le pétrole de sable qu'on ne jouera pas en Europe de sitôt, semble-t-il. Et puis peut-être parce que c'est une industrie qui est très américaine. C'est vrai. Il y a plus de pétrole aujourd'hui, donc, qu'en Europe. On a dit un mot, il y a ces publications de résultats. Comment éviter la déception? Parce que l'année 2013, c'est la hausse des multiples d'évaluation. Donc est-ce que l'année 2014, on veut de la réalisation des résultats? Comment on évite? Est-ce que ça se sent venir? Ou c'est vraiment titre par titre et qu'il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de... Moi, ce que je crois, c'est que il faut d'abord jouer le management. Parce que même dans les secteurs où la vie est difficile, un bon management va anticiper les problèmes, va prendre les mesures et subira beaucoup moins de revers que des sociétés mal gérées. Et donc, vous voyez que ces grands groupes comme l'Air Liquide, comme L'Oréal, comme Pernod Ricard, etc., bon, ils peuvent être un petit peu délaissés par moment par la bourse parce que leurs résultats ne sont pas flamboyants tous les jours. Il n'empêche qu'ils sont proches ou au-delà de leur plus haut historique parce que ce sont des sociétés qui savent s'adapter, qui savent choisir les bons créneaux, etc. La réponse, c'est finalement l'histoire de la société et de son management, c'est la meilleure réponse. Exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce chapitre. Dernier chapitre, les conseils. Christian Ginola, donc je suis avec vous pour la totalité de l'émission, et pour ceux qui nous rejoignent en podcast, nous rentrons dans le concret, les conseils. Alors, premièrement, vos concepts du moment. Mes concepts du moment, il y a bien sûr le concept des OPA et des restructurations. Deuxièmement, la reprise de la croissance en Europe. Et donc, nous évitons encore aujourd'hui les pays en voie de développement. Nous ne sommes pas sur les bourses émergentes. Nous sommes absents aussi du Japon. On a toujours un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe au Japon. La bourse japonaise a eu de très mauvais résultats depuis le début de cette année. Comment va se traduire la hausse de la TVA, etc. C'est compliqué. Donc en fait, on suit le mouvement, on concentre nos investissements sur les actions en Europe. Celles qui sont le plus en retard
ce sont les valeurs cycliques, donc c'est là que naturellement on est amené à aller, mais on est amené aussi à regarder des grandes valeurs de croissance dont les performances n'ont pas été très bonnes, performances en bourse n'ont pas été très bonnes ces derniers temps, style L'Oréal, style Danone, style L'Air Liquide, qui montre que sa résilience. Et là, il y a sûrement un gisement. Donc il faut faire un équilibre un petit peu entre les deux. Et puis alors, le troisième secteur qui a le vent en poupe, alors là, clairement, ce sont les petites valeurs. Je vous rappelle que si le CAC 40 a augmenté d'à peu près 4% depuis le début de l'année, ce qu'on appelle les small caps, les plus petites, ont pris 17%. Alors c'est peut-être un peu exagéré. C'est peut-être un peu exagéré. Il n'y a pas toujours la liquidité qu'on veut, c'est volatile, etc. Mais certainement que le PEA, un PME, a jeté un projecteur sur ce secteur de la cote. Alors, pratiquement un conseil, s'il y en avait qu'un. Alors, il faut choisir. Alors, moi, j'ai pris la valeur qu'on a achetée le plus récemment. C'est Amadeus. Alors, Amadeus, vous n'en achetez pas tous les jours dans votre supermarché. C'est une réussite formidable dans le domaine des réservations pour les compagnies aériennes. C'est qui s'est traduit, on peut le dire, par le fait que maintenant, plus personne n'achète ses billets d'avion par une agence de voyage. Et c'est Amadeus qui est derrière le site d'Air France, le site de toutes les grandes compagnies aériennes pour les réservations. Et il ne vous a pas échappé qu'Amadeus vient de signer un accord très important avec la chaîne hôtelière intercontinentale, qui est la première chaîne du monde, pour essayer de rééditer dans le domaine de l'hôtellerie leur succès dans l'aviation. Et là, il y a un champ formidable. Et c'est pas extrêmement cher. Alors, on paye ça, bien sûr, relativement cher dans des multiples de 17, 18 fois. Nous, on a un objectif de cours de plus de 35 €. Ça vaut une trentaine d'euros aujourd'hui. Il y a vraiment une très belle histoire. Bon, vente, arbitrage, rester à l'écart. Alors, ce qu'on a dit, c'est-à-dire les marchés émergents, l'Amérique latine, surtout la Russie. La Russie, je prendrais juste ces deux régions, un tout petit exemple. PSA, ce matin, a publié ses résultats du premier trimestre. Leurs estimations pour 2014, marché d'Amérique latine en baisse de 7%, et le marché russe de 5%. Donc on voit bien que on voit très clairement que l'Europe, la Chine, les États-Unis, il se trouve que PSA n'est pas présent aux États-Unis, mais l'Europe, la Chine sont les... C'est là où il faut être. C'est là où il faut être. Il faut se méfier de la hausse de certaines petites valeurs qui sont soufflées, notamment des introductions en bourse. Quand on introduit en bourse des sociétés dans les domaines médical, de la biologie ou autre, où on demande à des actionnaires qui n'y connaissent rien dans le domaine de financer des études cliniques de première phase, alors que c'est là où le risque est le plus important, moi je trouve que c'est faire courir un risque non négligeable. On ne fait pas si on ne comprend pas. Un joker pour finir. Alors, là, je vais aller à l'encontre de cette remarque parce que je crois qu'il y a une valeur qui mérite qu'on s'y intéresse, c'est Technicolor. Ah. Technicolor. Qui a publié des résultats ce matin. C'est une affaire. Alors, comme nous faisons partie des sociétés qui aimons bien regarder les sociétés en restructuration, on est clairement dans un secteur, dans une société en pleine restructuration. La dernière chose qu'ils ont faite, ça s'est terminé, je crois, hier ou aujourd'hui, ils ont restructuré leurs dettes. Compte tenu de la situation financière très fragile de la société, elle avait été obligée de se financer à des taux très élevés. Elle refinance cette dette avec une économie d'intérêt qui est de plus de 1,5% par rapport à donc, la dette. Effet de levier sur la finance et des métiers qui sont en fait des licences, l'exploitation de licences pour les smartphones, pour les tablettes, exactement. etc. Ce qui fait que le titre vaut à peu près
5,30 en Oui, ce moment. 5,30 environ. Et nous, on a un objectif de plus de 6 euros. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les résultats du premier trimestre étaient un peu décevants. Et je pense que c'est peut-être une occasion pour revenir sur un titre qui a beaucoup monté l'année dernière. Ce sera le mot de la fin. Christian, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.